Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора здесь проживает? Bonjour, donc Alexandre Latsa, 43 ans, j'habite à Moscou depuis maintenant 12 ans, ça fera 13 cette année. Je dirige une agence de recrutement installée à Moscou et je suis également auteur du blog Dissonance, le journal d'un Prussien, et l'auteur de 3 livres en anglais, français et russe sur la Russie de Poutine. Voilà, et puis occasionnellement, je participe à des blogs ou des émissions ou à des médias. Je commente l'actualité russe sur les dynamiques démographiques, géopolitiques et tout ce qui concerne un peu l'image de la Russie. Comment a évolué cette démographie russe depuis la fin de l'URSS? La démographie russe, à la fin de l'URSS, toutes les institutions sont effondrées, tout a été bouleversé, les gens ont été bouleversés, l'économie s'est effondrée, les mafias ont pris le dessus sur l'économie réelle. 70% de la ville de Moscou, de l'économie de la ville de Moscou était tenue par des mafias dans les années 90. Tout ça entraînait un effondrement des naissances. Les femmes, dans cette période de stress, d'inquiétude, sans mari, évidemment, ne sont pas mises à faire des enfants parce qu'elles avaient peur. Il fallait manger, il fallait trouver de quoi vivre pour le lendemain. La mortalité a augmenté, de nouvelles maladies sont apparues. On a eu un effondrement des naissances et une hausse de la mortalité équivalente à celle d'un pays en temps de guerre, sauf que là, nous étions en paix. Les Russes sont sortis du communisme sans sang, sans faire couler le sang, mais les années 90 ont été terribles. Donc en gros, pour vous donner une image synthétique, en 1988, il y avait 2 400 000 naissances. On est tombé à 1 200 000 naissances en 2000. On s'est divisé par 2. La même année, il y avait 1 500 000 décès et on est monté à 2 400 000 décès en 2000. Donc la mortalité a augmenté. Et puis à partir de 2000, les courbes se sont inversées. La mortalité a commencé à diminuer jusqu'à 2020 de façon continue et les naissances sont remontées et les courbes se sont croisées à un moment où globalement en 2013, 14, 15, 16, on a eu plus de naissances que de décès et donc une croissance naturelle de population à laquelle venait s'ajouter évidemment l'immigration. Mais voilà, là, le bouleversement de changement d'écosystème suite à la chute de l'Union soviétique jusqu'à la faillite du système en 98 avec le krach boursier a entraîné une situation absolument terrible d'effondrement des naissances. Il n'y avait pas d'enfants dans les rues de Moscou, pas de femmes enceintes, effondrement des naissances et explosion de la mortalité. Et quelles mesures avait déjà pris le gouvernement avant le Covid et quel est leur bilan? Alors en fait, il y a eu plusieurs choses de fait à partir de 2005, notamment la prise de mesures destinées à inciter les femmes à faire des enfants. Alors, il y a eu du soutien matériel, financier, ce qu'on appelle le mat capital, qui était une somme d'argent indexée chaque année qui est donnée après le deuxième enfant. L'idée, c'était de stimuler un deuxième enfant, de consolider la famille, puisqu'une famille qui fait un enfant puis en fait un deuxième, généralement, elle reste ensemble. Les enfants, théoriquement, sont censés renforcer la famille. Et surtout, c'était pour qu'il y ait plus d'enfants russes. Donc, il y a eu des aides extrêmement incitatives. Il y avait des campagnes dans le métro à l'époque, en 2007-2008, avec une femme avec 3 enfants, un mari. Bon, la famille, il y avait une espèce de volonté des autorités de montrer la famille type, c'est papa, maman et 3 enfants. On a retrouvé ça en Turquie chez Erdogan, d'ailleurs, il y a quelques années, c'était assez curieux. Mais voilà, il y a eu cette campagne de promotion. Il y a eu un énorme travail fait par le showbiz russe, sous pression du pouvoir, parce qu'en Russie, le showbiz montre l'exemple, c'est pas comme en France. Et là, l'idée, c'était que le showbiz, en fait, les femmes du showbiz, les stars, faisaient deuxième enfant, troisième enfant, quatrième enfant. Et évidemment, là, vous avez un effet d'imitation, c'est-à-dire que biologiquement, ça a été assez démontré, c'est que dans un environnement où une femme est entourée d'enfants, elle a envie d'en faire. Donc, quand une femme voit une poussette, instinctivement, elle pense à faire des enfants. Quand vous avez votre chanteuse préférée qui vous fait un deuxième enfant, vous vous dites ah ouais, donc elle en fait un deuxième. Donc, il y avait un effet incitatif culturel très fort sur les femmes, les jeunes femmes et les moins jeunes femmes pour booster. Il y a eu les aides financières, il y a eu des aides régionales diverses selon les régions. Donc, une journée, on avait le droit de pas aller travailler, mais c'était le jour où madame ovulait et il fallait que le mâle reste à la maison pour tenter de faire un enfant. Il y a eu tout un tas de choses qui ont été faites assez surprenantes. Il y a eu des aides sur les premiers appartements, des aides sur l'achat des frigidaires, des voitures, etc. Donc les choses qui étaient censées être pour la famille et pour les enfants. Donc il y a eu toute cette batterie d'aides en fait pour booster les naissances. Les estimations aujourd'hui, c'est que le programme du Mat Capital, qui est prolongé
prolongé, mais maintenant il a été modifié puisqu'il est passé du deuxième au premier enfant. Ça, c'est peut-être une erreur à voir. On en parlera plus tard, sans doute. On pense que le mat capital, ça a fait monter de entre 3 et 5% le nombre de naissances sur la période. Donc, c'est pas ça qui a fait en sorte que le nombre de naissances est remonté. C'est qu'en fait, au global, entre 2000 et 2015, 2017, le pays dans son entier s'est renormalisé. Les hôpitaux ont été retapés. Le niveau de soins, alors il y a des grandes différences entre les régions, la capitale et le reste, etc. Mais globalement, on soigne mieux les gens, on soigne plus les gens. L'économie s'est redressée. L'inflation a été maîtrisée, a été très forte il y a 15 ans, elle est beaucoup moins forte aujourd'hui. Donc, l'écosystème global de l'économie russe allant mieux, les gens ayant plus d'argent, vivant mieux, en meilleure santé, ayant plus confiance dans l'avenir, se sont mis à un peu plus faire des enfants. Moi, j'analyse surtout cette chose-là, en fait. Je pense que c'est ça qui a influé beaucoup plus que les mesures, même si les mesures, une somme d'argent de 400 000 roubles, par exemple, ou de 7 000 euros, on va dire, tel que le mat capital, elle a peut-être peu de valeur dans une ville comme Moscou-Centre où les prix sont assez élevés, mais dans une petite ville russe, c'est beaucoup d'argent. C'est peut-être, à titre d'exemple, ce serait l'équivalent d'une aide de 50 000 euros en France, en ratio pouvoir d'achat. Donc, bon, si on vous dit 50 000 euros, ça joue, c'est beaucoup d'argent. Et quels sont les dangers d'une baisse de la population, les dangers économiques et géopolitiques? Il y a deux façons de voir les choses. Soit on se dit on a un nombre de femmes en âge de faire des enfants, ce nombre de femmes en âge de faire des enfants se réduit par conséquent. Il faut qu'elles fassent plus d'enfants chacune, mais ça c'est peu probable, puisque une femme dans un pays développé, moderne comme la Russie, similaire à l'Europe sur un tas de sujets, ou à l'Amérique peut-être, elle travaille, elle habite dans une ville avec un appartement, avec un métrage réduit, donc elle ne va pas se mettre à faire 4 enfants comme ça, parce qu'il faut les nourrir, il faut les loger, il faut les éduquer, il faut, etc. Donc, aujourd'hui, la Russie est un très grand pays, la population y est très inégalement répartie. Une solution, ce serait d'attendre patiemment que le nombre de femmes en âge de faire des enfants réaugmente et d'insuffler des mesures additionnelles pour leur faire plus d'enfants. Une autre solution, ce serait de faire venir des femmes étrangères jeunes en âge de faire des enfants pour que sur ce segment trop faible numériquement de femmes en âge des enfants, il y en ait beaucoup plus et par conséquent le nombre d'enfants global augmente. Là, on rentre sur une discussion qui va plus être sur l'aspect civilisationnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Russie se dirige vers ça, mais il naturalise surtout des populations qui leur sont proches. Il faut bien comprendre que quand même l'espérance de vie étant 2020 était une anomalie démographique pour des raisons du Covid et autres, et on va en parler, mais globalement, la population russe vit plus vieille, augmente avec un solde migratoire qui était positif pendant les 10 dernières années, donc les choses allaient plutôt bien. Et globalement, on ne voit pas l'immigration, mais l'immigration est assez choisie sur un modèle canadien, on en parlera tout à l'heure. Donc effectivement, la démographie reste un enjeu essentiel, c'est un grand pays, et par conséquent, il faut une population minimale pour tenir les périphéries, tenir le territoire tout simplement, et faire circuler et faire fonctionner les infrastructures. On ne peut pas tout robotiser. Et il faut de la main-d'œuvre pour travailler surtout. Et quel a été l'impact du Covid sur la démographie et l'économie russe? La Russie a mal passé l'épreuve du Covid. Il y a l'équivalent de l'INSEE qui s'appelle Rostat en Russie, qui est un opérateur de statistiques et qui donc remonte les chiffres des décès et les chiffres des naissances. Donc les naissances en Russie depuis 2016 ou 2017 diminuent annuellement de 2 à 3% parce qu'il y a moins de femmes en âge de faire des enfants, tout simplement. Elles sont beaucoup moins nombreuses. Donc c'est une baisse qui est au contraire presque positive dans le sens que ça devrait baisser beaucoup plus fort. Mais voilà, je crois qu'on va être à 1,55, 1,58 enfants par femme cette année en Russie. Donc on est sur une moyenne de l'Union européenne, avec une immigration beaucoup plus faible que l'Union européenne. Le Covid, en fait, en Russie, c'est deux moments. C'est un premier épisode en mars-avril avec un confinement assez dur à Moscou et dans la plupart des grandes villes, qui a porté une forte secousse économique, mais qui a vu un nombre de morts assez limité. Et puis, le deuxième épisode, c'est la deuxième vague, entre guillemets, deuxième épisode, c'est sur la période allant de septembre à décembre, où là, l'économie est restée complètement ouverte. On a imposé le régime du masque dans les transports en commun, mais ça s'arrête là. Et globalement, là, il y a eu beaucoup plus de morts. Mais beaucoup plus. Donc aujourd'hui, la mortalité sur l'année 2020 par rapport à 2019,
Chaque année, la mortalité baissait d'1,5 point depuis 7-8 ans, moins 1,5, moins 1,5, moins 1,5%. Donc la mortalité était en train de diminuer parce que les services de soins s'améliorent et que la population vieillit. Enfin, l'espérance de vie augmente, donc mortalité diminuée. Cette année 2020, la mortalité a augmenté de 18%, 17,9-18%, donc plus 18%. La France, c'est plus 8%. La Suède, ce sera plus 10 ou 11 à peu près. L'Angleterre, l'Espagne, c'est plus 16. Donc, on est au niveau Angleterre plus Amérique. En Europe, aujourd'hui, seule l'Albanie a fait pire que la Russie. Hors Europe, c'est les pays d'Amérique du Sud qui ont le plus de mortalité sur 2020 par rapport à 2019. Donc aujourd'hui, on a plutôt une dynamique où en Russie, il y a eu 330 000 morts de plus que l'année dernière. Donc la mortalité a augmenté de 18% et les naissances ont baissé de 3% sur l'année, 3,3 je crois, 3,3%. Donc on a toujours un peu moins de naissances et on a beaucoup plus de morts cette année. La chose vraiment extraordinaire, pour quelqu'un qui analyse les chiffres, c'est que dans tous les pays développés, on s'est aperçu que quand on a ajouté 9 mois au mois du confinement, c'est-à-dire tout le monde pensait qu'il y aurait un grand baby-boom, savoir que les gens sont enfermés les uns avec les autres, ils passent leur journée dans le lit à pas travailler, et logiquement, des enfants doivent résulter de tout ça. On s'aperçoit qu'en Europe, en fait, non. La démographie s'est effondrée, le nombre de naissances s'est effondré à mois plus 9 après le mois du confinement. Mais des chutes très fortes, je crois qu'en France, c'est moins 7 ou moins 8%, enfin c'est colossal. C'est le cas en Irlande, c'est le cas en Angleterre, etc. Sur les premières données qui sortent, c'est le cas en Finlande, où bon là, il n'y a pas eu de confinement, mais ils ont eu beaucoup de stress. Donc dans tous les pays, il y a eu finalement un espèce de, pas de baby-boom, mais à l'inverse. Et la Russie, c'est le seul pays où en décembre, le nombre de naissances a augmenté de 9%. Alors, on est depuis 4 ans sur une baisse de 2-3% par an, et là, en décembre, plus 9. Donc, c'est vraiment assez étonnant. Il faudra voir si ça se prolonge sur janvier-février. Mais en tout cas, voilà, on a l'impression que les gens qui sont restés enfermés en Russie ont fait plus d'enfants. Donc, pour répondre synthétiquement à votre question, la démographie de 2021 montrera l'évolution des naissances et la mortalité montrera aussi combien de gens avaient une espérance de vie qui ne devait pas dépasser 2021, parce que peut-être que le Covid a tué beaucoup de vieux en Russie comme ailleurs, mais peut-être que c'était des gens qui étaient destinés à mourir sur 2020-2021. Et par conséquent, même si 330 000, c'est quand même beaucoup. Par conséquent, peut-être que la mortalité baissera sur 2021 par rapport à 2019 et baissera très fortement et baissera peut-être encore sur 2022. Pourquoi il y a eu beaucoup de morts parce que c'est la question. Pourquoi il y a eu beaucoup de morts du Covid en Russie? Je pense pour 2 raisons. La première, c'est que les gens en Russie n'ont pas une culture de l'hôpital. Pour des raisons X, Y, Z, surtout en province. Les services publics ne sont pas d'aussi bonne qualité qu'en Europe du Nord. Et globalement, on essaie d'éviter l'hôpital, cette culture russe. En Russie, on essaie de pas aller à l'hôpital et on se soigne soi-même. Et je pense que c'est le problème parce que je pense qu'avec le Covid, des gens âgés qui ont essayé de se soigner eux-mêmes, globalement, il arrive un moment où quand il faut les hospitaliser, c'est trop tard. Et puis surtout, il faut avoir des places. Et puis, c'est avéré que la Russie a passé le Covid un peu comme les autres grands pays. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup plus de cas. Donc, il y a eu beaucoup plus de malades. Donc, il y a eu beaucoup moins de places dans les hôpitaux. C'est-à-dire que c'est mon analyse. Donc, pour l'instant, je crois que je suis le seul à l'avoir formulé comme ça. Mais j'ai beaucoup étudié le dossier. L'Amérique, la Russie, la Turquie, l'Iran, le Brésil ont traversé le Covid de la même façon. Beaucoup de cas, beaucoup de morts. Et il y a des choses qui relient ces pays. C'est la taille. C'est-à-dire que quand les pays sont petits, le containment est possible. Dans les grands pays où les populations circulent sur des fuseaux horaires sur 3, 4, 5 000 km, quelqu'un qui est malade, sur sa grande route, il voit beaucoup de gens. Quand il fait 5 jours de train pour aller à Vladivostok, tout le train y passe. Quand il fait des arrêts et que ça arrête dans des villes, il contamine. Donc, les grands pays avec des fortes disparités régionales sur le point de vue politique, qualité des hôpitaux, comportement des populations. Il faut savoir que la Russie, c'est un continent, c'est-à-dire que vous avez des populations musulmanes, des populations asiatiques, des populations européennes, des populations chrétiennes. Donc les différences, les disparités sont telles, du point de vue religieux, du point de vue social, du point de vue qualité des hôpitaux, que globalement, le Covid là-dedans a fait du dégât. Et c'est pas propre à la Russie, c'est que le Brésil, ça va être pareil. L'Amérique, je crois que ils vont peut-être faire pire que la Russie. L'Iran, les stades sont absolument effroyables. Et le sentiment religieux a sans doute joué aussi, je pense. C'est-à-dire qu'on voit qu'en Russie, par exemple,
la mortalité la plus importante dans les zones musulmanes, ce qui est vraiment assez étonnant, parce que c'est des populations plutôt jeunes et généralement en bonne santé qui vivent hors des grandes villes. Mais c'est le Daghestan, l'Ingouchie, c'est la Tchétchénie, c'est dans les régions musulmanes de la Volga, c'est le Tatarstan, c'est la Bachkirie. C'est-à-dire que c'est là où il y a le plus de morts. Ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on dirait que un peu le même syndrome que quand il y a eu le Covid, la première vague à Paris, la mortalité a frappé énormément la Seine-Saint-Denis. Et beaucoup les gens issus des minorités. C'est quand même étonnant. Et en Russie, c'est d'autres minorités. Donc, j'ai parlé des zones musulmanes, mais il y a les zones asiatiques du nord-est de la Sibérie, la Yamal, la Nénétsie, des zones comme ça où il y a une énorme mortalité. Donc, je pense que c'est lié aussi beaucoup au comportement des gens. Il y a une analyse première fois révélée par moi en public, hein, attention à ça. Et est-ce que c'est pas plutôt une discrimination? Pour ce qui est des Noirs américains du ghetto du Bronx à New York, je peux y croire, mais il n'y a pas de service médical. Pour ce qui est du Caucase russe, non. Les hôpitaux fédéraux dans les capitales du Caucase russe sont tout à fait identiques ou meilleurs aux hôpitaux des petites villes russes hors Caucase. Donc là, il n'y a aucune différence. Il y a une certaine parité, même si la province est moins bien lotie que les grandes villes, parce que c'est partout pareil. Mais il n'y a pas de différence sur ces zones-là en Russie. La mortalité était très forte au Tatarstan. C'est une des régions les plus riches de Russie. C'est une région énergétique. Les infrastructures sont de très bonne qualité. Donc non, c'est plutôt une question, de mon avis, de comportement, d'attitude. Je pense qu'il y a peut-être une plus grande culture de proximité des gens à être ensemble, à se toucher. Voilà, c'est l'inverse de la Norvège ou de la Finlande, où les gens sont extrêmement distants, restent chez eux, etc. Donc non, je pense que ça n'a rien à voir avec, en Russie, en tout cas, ça n'a absolument rien à voir avec des disparités. Il y a des disparités entre les grandes villes et le reste, mais ça s'arrête là. Et quel impact a eu le Covid sur le niveau de vie des Russes? Bon, c'est très difficile d'évaluer le niveau de vie des Russes parce qu'on pense que 30% de l'économie est non officielle. Le niveau de vie des Russes est tiré vers le bas plutôt depuis maintenant 2015, la crise en Ukraine et les sanctions, même si globalement il y a beaucoup d'indicateurs qui laissent penser que cette bosse est passée, mais il y a eu la chute du rouble qui a créé de l'inflation. Donc pour les produits de première nécessité, pour les gens pauvres, pour le segment inférieur, évidemment, ça ne joue à pas beaucoup. La crise du Covid a eu un impact économique parce qu'il y a eu un confinement. Ça a porté un coup au secteur Horeca, aux bars, aux restaurants, aux hôtels, etc. Mais on n'est quand même pas au niveau de l'Union européenne. Le PIB va baisser de 3,5% cette année, je crois, ce qui n'est pas beaucoup. Je crois qu'on est à moins 8 en France, moins 9, je ne sais plus. Bon, donc ils s'en sortent très bien. La Suède, ça a baissé de moins 2,5, je crois, donc on est quasiment au niveau suédois. Donc paradoxalement, alors qu'on attendait moins 12, moins 14% de baisse du PIB en mars, le scénario les plus catastrophistes émergeait partout, l'économie s'est montrée beaucoup plus résiliente. La production industrielle a augmenté sur 2020 en Russie, ce qui est absolument extraordinaire. Donc il y a des secteurs qui sont en forte croissance et des secteurs qui sont en ralentissement. Alors le retail est en difficulté, mais explose le médical, explose la production alimentaire. Il y a des secteurs qui sont en très forte croissance, il y a des secteurs qui sont en peine. Mais la Russie, sur le point de vue économique, a très bien passé la crise, avec très peu de dépenses sociales, peu d'endettement, peu d'aide. C'est un pays difficile et libéral pour le coup là-dessus. L'État n'a pas aidé le business, mais a peu aidé le business à part les grandes entreprises. Mais globalement, l'économie s'est avérée beaucoup plus résiliente que tout le monde n'aurait pu l'imaginer en mars, lorsque on est arrivé avec le confinement. Donc, ils ont bien passé la crise. Un peu moins bien, la crise économique a été bien passée, la crise sanitaire un peu moins bien, mais ils ont un facteur clé, c'est qu'ils ont un vaccin. Enfin, ils ont déjà 3 vaccins en fait. Le deuxième va être mis en production publique et distribué. Il est déjà en test trial sur des étrangers notamment qui habitent en Russie et des Russes bien sûr. Donc ils ont des vaccins, ils vaccinent lentement parce que les gens en Russie sont traditionnellement anti-vaccins, mais ils exportent, ils ont lancé des productions de vaccins à l'étranger. Donc on va voir si c'est accepté par l'Union européenne, ça va être marrant. Mais globalement, c'est le premier pays qui a sorti un vaccin qui marche. Et qu'est-ce que le gouvernement peut encore faire pour augmenter la natalité? Il faut bien comprendre qu'en Russie, il n'y a pas de culture de la démographie au sens professionnel. La démographie sous l'Union soviétique était intégrée à l'économie.
Alors, c'est pas qu'une question économique, la démographie. Et depuis la fin de l'Union soviétique, la démographie est enseignée dans les écoles enfin, les établissements d'enseignement publics, privés et notamment à la haute école d'économie, dans le cadre de la sociologie. Donc on est passé de l'économie à la sociologie. Et la démographie, c'est pas ça en fait. C'est pas que ça, c'est beaucoup plus. Donc il y a en Russie, ouvertement, il y a un déficit de compétences en analyse démographique. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que oui, il se passe quelque chose parce qu'il y a un projet de loi de création voilà l'inverse de ce que je viens de dire, de création dans les mois à venir, un projet de loi de création d'un ministère de démographie. Ils vont prendre ce dossier en main. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il y a de moins en moins de femmes en âge de faire des enfants chaque année qui vont arriver. Le déplacement du mat capital, qui est une aide financière pour le deuxième enfant, sur le premier enfant, à la fois, elle a psychologiquement un aspect sain, c'est initier un premier enfant en se disant on en fera un deuxième derrière. Mais malheureusement, c'est animé par une logique comptable. C'est-à-dire que le contingent de jeunes femmes qui arrivent en âge de faire des enfants étant en réduction, en payant ces jeunes femmes pour qu'elles fassent un enfant, ça coûte de moins en moins cher. Aujourd'hui, le contingent numériquement le plus nombreux, c'est les femmes qui ont plus de 35 ans. Et les femmes qui ont plus de 35 ans en Russie, elles ont généralement pas d'enfants, mais elles ont plus généralement un enfant. Donc en fait, les bonnes mesures, j'espère, parce que beaucoup de démographes commencent à en parler, les bonnes mesures, ce serait de booster le troisième enfant. Parce que là, les femmes qui ont déjà 2 enfants, cet âge de population est nombreux. Il faudrait booster d'abord le troisième enfant, le deuxième enfant et ensuite le premier enfant. Voilà, ça je pense, c'est des choses à faire. Mais oui, la question démographique reste toujours au centre des analyses et des déclarations du gouvernement, parce que les Russes ont compris que dans le monde de demain, le monde vertigineux de demain, la question démographique va être fondamentale. Et est-ce que la Russie peut s'appuyer sur une immigration pour combler ce manque? À la fin de l'Union soviétique, beaucoup de Russes sont partis de Russie. Et beaucoup de Russes des républiques, qui étaient devenus des pays indépendants, sont rentrés en Russie. Ça, c'est 92, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Banqueroute, chute, collapse de l'économie et redémarrage en 2000. De 2000 à 2010, il y a eu de tels taux de croissance, ça a tellement augmenté qu'il y a eu un déficit de main-d'œuvre. Donc effectivement, il y a eu une grosse immigration d'Asie centrale. C'était notamment lié à toute la partie de travaux publics, de construction, etc. Ces gens se sont peu sédentarisés. C'était beaucoup des hommes. Et ils venaient pour des périodes limitées dans le temps, assez maltraités. L'immigration de travail d'Asie centrale est plutôt maltraitée en Russie. Alors, ça change. Mais aujourd'hui, les volumes migratoires sont en baisse. Pour répondre à votre question très clairement, non, la Russie ne fera pas le choix de l'Europe, elle fait le choix du Japon. Il y a des pressions d'organisations professionnelles, de grandes coalitions industrielles, du secteur agricole pour faire venir de la main-d'œuvre parce qu'il y a un déficit de main-d'œuvre, c'est vrai, partout. Le chômage reste faible pour ça. Il y a un déficit de compétences, un déficit de main-d'œuvre de main-d'œuvre première. Mais aujourd'hui, les autorités russes, non, l'immigration de compensation qu'ils sont en train de faire dans le pays pour pallier la baisse démographique naturelle, c'est une immigration qui est majoritairement celle qui se sédentarise, qui naturalise, qui se russifie, qui devient russe. C'est une immigration qui est majoritairement du Caucase chrétien, donc c'est l'Arménie et la Géorgie, d'Ukraine, de Biélorussie et de Moldavie. Donc c'est des zones ex-Union soviétique, CEI, le gros dossier, enfin le gros pool de migrants qui se sédentarisent, c'est les Ukrainiens. C'est des gens du Donbass, bien sûr, mais c'est surtout des Ukrainiens en général. Il y a beaucoup d'Ukrainiens en Russie et ils ont des aides maintenant, leur facilite l'obtention de la nationalité, la sédentarisation. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on fait venir des jeunes femmes ukrainiennes de 25 ans, il y a des chances qu'elles fassent des enfants. De 25 à 40, il y a un enfant, il y a 2 enfants, bon ça va. Si on fait venir des Ukrainiennes de 45 ans, elles ne vont pas amener des enfants nouveaux en fait. Elles auront déjà des enfants. Et donc la clé, la bataille aujourd'hui, c'est terrible pour l'Ukraine, mais l'Ukraine est en train d'être démantelée entre une immigration qui part vers l'Europe et une immigration qui part vers la Russie. Et est-ce que les populations musulmanes de Russie peuvent devenir majoritaires? Pour ce qui est des républiques d'Asie centrale, qui ne sont pas dans le Caucase, les républiques d'Asie centrale sont des États indépendants, leur démographie est en train de basculer et de se réduire à moins de 2 enfants par femme. Ça va poser un énorme problème, c'est que, entre guillemets, il y aura moins de main-d'œuvre dispo pour aller bosser en Russie. Et donc pour les Russes, ça va être compliqué. Et trouver des employés russophones ou la main-d'œuvre russophone, tous les pays russophones sont en crise démographique. De toute façon, il n'y aura pas de main-d'œuvre. Pour ce qui est du Caucase,
Non, les zones musulmanes de Russie, hormis la Tchétchénie et le Daghestan, sont majoritairement encore peuplées de Russes. C'est tout l'islam de la Volga, c'est le Tatarstan, il y a beaucoup de Russes, il y a beaucoup de couples mixtes. Donc dans cette zone, il n'y a pas de risque. Pour ce qui est du Caucase, non, les autorités tiennent bien le Caucase. Il y a juste une situation extrêmement impossible à prévoir, qui est celle de la Tchétchénie, puisque la Tchétchénie est entièrement vidée de Russes, il n'y en a plus. C'est 100% tchétchène, donc c'est 100% homogène, sous pouvoir politique et contrôle financier de Moscou. Mais rien ne dit qu'à terme, un problème nouveau arrivera. Et puis il y a le Daghestan, et il y a peu de Russes au Daghestan, mais le Daghestan, il n'y a pas de groupe dominant. Donc il n'y a pas un groupe leader pour dire on serait indépendant, pour faire simple. Par conséquent, les phénomènes qu'on connaît en Europe, dans certaines grandes villes, qui sont des phénomènes de remplacement de population, n'existent pas en Russie. Et il n'y a pas de bassin démographique extérieur pour produire des populations pour que ça arrive. Et de toute façon, les autorités russes ne le laisseront pas faire. Et pour conclure, comment est-ce que vous voyez, vous, l'avenir de la Russie? L'avenir économique, c'est une bonne question. Je crois que les prochaines années verront des années de croissance faible pour des raisons de tensions internationales, de sanctions, pour des raisons de 2024. Il y aura un nouveau président en Russie. La Russie se renforce depuis 2000. Elle survit de mieux en mieux aux crises. Son économie est de plus en plus résiliente. Ils passeront la décennie, donc sans trop de problèmes. C'est devenu un État avec une élite politique. Il y a une armée, il y a une économie qui fonctionne de mieux en mieux. Il y a plus de production qu'avant. Il y a un rouble faible, qui est une aubaine dans certains domaines. Donc, sur le plan économique, je suis plutôt optimiste. Ça va être dur, mais on aura de la croissance. Même si elle est faible. Après, sur la partie démographique, je pense qu'on va avoir une décennie de vaches maigres, mais rien ne dit que la population ne va pas réaugmenter, puisque il suffit de naturaliser la Biélorussie et l'Ukraine, et on aura 220 millions de Russes. Donc, je ne dis pas que c'est le projet, mais tout dépend un petit peu. Si 5 millions d'Ukrainiens déménagent en Russie au cours des 5 prochaines années, tout est réglé. Donc, si ce n'est pas le cas, la population pourrait stagner, voire un peu diminuer. Mais je pense que ce n'est pas ce qui va se passer. Je pense que malheureusement pour les Ukrainiens, ils ne vont pas avoir beaucoup de choix. Donc je pense que la Biélorussie peut revenir dans le giron russe. Je pense que, ou grand russien, je pense que l'immigration de Moldavie, etc., va continuer vers la Russie. Donc je pense qu'on peut arriver on regarde cette vidéo dans 10 ans, mais je pense qu'on peut arriver à 2030 à avoir une population russe qui soit proche de 150 millions d'habitants, 148 millions d'habitants, 149 millions, on a 147 aujourd'hui. Ça peut encore un peu augmenter, même si le solde naturel chaque année va diminuer, il y aura plus de morts et moins de naissances. Enfin, il y aura plus de morts que naissances, pardon. Mais je pense que la compensation par l'immigration, par la bonne immigration, peut arriver. Et je pense qu'il peut y avoir des flux migratoires inattendus vers la Russie, selon aussi comment va se dérouler la situation dans les autres pays. Aujourd'hui, par exemple, moi je suis à Moscou, j'ai de plus en plus de demandes d'Européens pour savoir comment s'installer en Russie. Alors, c'est des flux minimes puisque je suis une personne, mais enfin, combien sont-ils à penser pareil? Et ça, on ne le sait pas aujourd'hui.